Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans Direction, le podcast des dirigeants du génie climatique. Mon invité de ce jour a rejoint en 1995 le GIEC comme juriste avant d'en prendre les rênes en 2002. En 2019, elle rejoint le groupement Socoda, groupement de négociants indépendants dont elle préside aujourd'hui le directoire. Pauline Mispoulet, bonjour. Bonjour Pierre. Les familiers du négoce connaissent Socoda, mais tout le monde dans notre auditoire n'est peut-être pas familier du négoce. Est-ce que vous pouvez nous présenter Socoda en quelques mots ? Socoda, c'est un groupement de distributeurs indépendants qui représente aujourd'hui un volume de chiffre d'affaires d'à peu près 3,5 milliards. Notre particularité, c'est d'être actif sur 5 marchés différents, les produits sidérurgiques, le sanitaire chauffage, l'électricité, la coffee, quincaillerie, outillage, fourniture industrielle, et la décoration. Donc, c'est vraiment cette particularité. On a 200 distributeurs sur le territoire métropolitain et dans les DROMCOM. Et voilà. L'activité CVC, donc, elle se répartit un peu entre le sanitaire chauffage et puis le négoce électrique, sachant que ces deux mondes ont tendance à se rejoindre de plus en plus par l'électrification des usages. Effectivement, c'est même une des premières décisions que j'ai prises en constatant la segmentation chez Socoda entre le sanitaire chauffage et l'électricité. C'est de créer une catégorie spécifique CVC dans nos équipes achats, puisqu'effectivement, c'est un domaine qui se développe énormément, sur lequel il y a des enjeux stratégiques de transformation environnementale et énergétique. Donc oui, on s'intéresse de près à ce segment spécifique. Alors, ce segment, il est quand même en crise. On a vu la semaine dernière les chiffres de Coedis qui annoncent une baisse de plus de 10% des ventes du négoce en CVC en 2024. Comment vous la traversez, cette crise pour vous ? C'est un trou d'air parce qu'il y a un certain nombre de problématiques sur lesquelles on reviendra, ou il y a des questions plus profondes qui rendent l'avenir quand même plus tendu ? J'ai envie de dire que le domaine du thermique a toujours été très relié à des politiques publiques. Il y a 50 ans, le développement de l'électricité, à travers la filière d'EDF, il y avait un choix politique fort de développer le nucléaire et donc une filière électrique en France, etc. Donc ce lien entre la thermique et la climatique par la suite et les politiques publiques, elle n'est pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une partie de cette problématique de baisse du marché est liée aux politiques publiques, d'arrêt d'un certain nombre de dispositifs, de choix par rapport au logement neuf. Donc, à aujourd'hui, on va dire qu'il y a un trou d'air politique sur ce marché. Mais il y a aussi un trou d'air économique. Les citoyens et les consommateurs, aujourd'hui, ont des problématiques budgétaires qui font que tous les investissements sont repoussés à plus tard. Il y a énormément d'incertitudes sur le marché, incertitudes géopolitiques. Donc, effectivement, on est à la fois dans une crise, on va dire peut-être conjoncturelle politique, mais structurelle beaucoup plus forte sur le plan économique. Alors, ce trou d'air dont vous parlez, il intervient quand même après 3-4 années, disons, depuis la sortie du Covid, qui était particulièrement bonne pour le secteur, pour la distribution, pour les industriels, pour les installateurs. Enfin, toute la filière a connu 3 très bonnes années. La précédente est beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'il faut peut-être moins regarder, alors c'est plus facile quand on est un groupement d'indépendants que quand on est une entreprise cotée, mais il faudrait peut-être moins regarder des résultats annuels et apprécier des choses sur un temps un tout petit peu plus long de 3-4 ans pour se donner quand même une dynamique, parce que c'est du moins 10 après du plus 20, donc c'est compliqué à évaluer correctement. C'est sûr qu'en fonction de la typologie d'entreprise dans laquelle on travaille, on ne regarde pas la vie avec la même échelle de temps. Quand on est une PME ou même une ETI, dont on a un propriétaire patrimonial de cette entreprise, il va regarder le temps long et prendre des décisions à court terme en ayant toujours en visu la pérennité de cette décision sur le long terme, puisque son projet patrimonial, c'est de garder son entreprise, peut-être de la transmettre à ses enfants. Donc, il n'y a pas cette injonction du court terme. Quand on est dans une société cotée ou dans un LBO, le temps de l'actionnaire, il n'est pas du tout celui-là. Il est dans un temps très court. Donc, ça explique aussi un certain nombre de décisions qui ont pu être prises post-Covid ou pas. Mais ça, c'est pas seulement dans les temps actuels, ça a toujours été comme ça, dans la structuration même des entreprises.
Donc effectivement, il y a un correctif du marché, si on est très lucide. 2022, 2023 ont été quand même, et 2021 ont été des années de très forte croissance, avec une certaine forme de bulle d'opportunité. La baisse d'activité qu'on a connue à partir de 2024 particulièrement, c'est un correctif de marché. N'empêche que l'entreprise, elle n'est pas née, elle n'est pas structurée pour reculer. Elle est structurée pour avancer et faire de la croissance. Donc, dans tous les cas, c'est difficile à vivre. Vous parliez d'une exposition du secteur du CVC aux décisions politiques. Bon, on en a quelques-unes en tête, mais à quoi vous pensez qui expliquerait le recul actuel? Évidemment, je suppose qu'on va parler MaPrimeRénov', mais peut-être aussi construction neuve. Qu'est-ce qui fait dans l'instabilité politique qu'on connaît depuis un an, peut-être dans des décisions légèrement antérieures aussi? Qu'est-ce que vous voyez qui justifie ou qui explique en tout cas ce moins 10,4 de l'année dernière? Je pense qu'il y a eu une conjonction de plusieurs facteurs. C'est pas un seul. Donc, il y a le sujet de MaPrimeRénov'. Il y a aussi tout ce contexte fortement inflationniste, les banques qui ont réduit leurs engagements, les taux d'intérêt qui ont augmenté. Suite au Covid, tous les produits de construction qui ont augmenté, et donc mis les consommateurs dans l'impossibilité technique de pouvoir investir, engager des travaux, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et indépendamment des dispositifs de primes, le reste à payer, le reste à charge reste important. Donc, ce n'est pas un facteur, mais c'est une multiplicité de facteurs. De deux, on a mis en place des systèmes, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, extrêmement complexes, extrêmement lourds administrativement. Je ne ferai pas le procès de l'ANA, n'empêche qu'il y a quand même un vrai sujet autour de tout ça. Donc, la première chose qu'on appellerait de nos voeux, c'est déjà une simplification drastique de tous les mécanismes qui accompagnent la transition énergétique. Et je crois que le troisième facteur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vision claire de où on va, quel est le choix politique, quelle est la trajectoire. Et ça, c'est extrêmement pénalisable puisque les entreprises ont besoin de visibilité pour prendre des décisions, pour s'organiser, pour investir. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Ça veut dire que ça empêche aussi le monde économique, l'entreprise, le tissu un peu des forces vives du pays de prendre le relais des politiques publiques. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, la transition écologique, ok, c'est des aides, on entend très bien. Mais c'est un moment, ce sont aussi des actes de consommation sur lesquels, par des jeux de prix, des jeux d'offres, des jeux de dynamique, peut-être que des installateurs, des négociants, des industriels pourraient, en partie en tout cas, peut-être pas sur les ménages très modestes, mais sur les ménages aisés ou intermédiaires, prendre le relais d'une dynamique et essayer de relancer les choses peut-être un petit peu de façon un peu plus étrangère à l'État. Ça vous semble compliqué? Moi, je ne crois pas que la filière ait manqué à son rôle d'initiative, d'offres et de créativité. Moi, il me semble que la filière, elle a la difficulté de la transversalité. C'est-à-dire, par exemple, je prends le décret tertiaire, qui peut être un mécanisme sur lequel, très concrètement, aujourd'hui, toute la filière peut s'appuyer sur la rénovation énergétique dans le tertiaire. Il faut coordonner une offre assez on entre l'audit, la préconisation technique, la préconisation financière, parce que souvent, on oublie ce paramètre-là. Comment engager des travaux importants dans un décret tertiaire si on n'a pas une évaluation claire de la valeur du bien, de la potentielle augmentation de valeur que ces travaux vont générer. Donc, il y a ces aspects financiers qui sont importants. Après, bien sûr, choisir la bonne solution technique, la mettre en œuvre. Donc, vous voyez, il y a 4 ou 5 acteurs, 4 ou 5 métiers profondément différents qu'il faut coordonner. Et ça, l'initiative privée, en tout cas, la filière professionnelle peut s'organiser pour faire ça. Il reste qu'à la fin, on a un consommateur ou un investisseur ou un propriétaire immobilier qui va prendre les décisions ou pas. Il va prendre cette décision d'investissement parce qu'il aura une certaine confiance dans l'avenir, de la capacité de rentabiliser par son activité ou par sa vie. Et c'est ça dont on manque aujourd'hui aussi. Vous parlez tertiaire, justement, c'est un secteur sur lequel le négoce est moins présent structurellement que le marché des particuliers. Il l'est, mais quand même de manière moins massive, au sens où il y a une partie des affaires qui se font quand même en direct. Est-ce que vous pensez que vos adhérents Socoda et la filière, enfin la profession en général plutôt, a des choses supplémentaires à apporter sur tout ce tissu, alors peut-être pas les tours à la Défense, encore que, mais tout ce tissu du tertiaire petit et moyen qui est finalement dans la proximité de vos adhérents et qui a des enjeux de maîtrise énergétique qui sont assez considérables?
Oui, parce que quand on parle du tertiaire, on englobe un périmètre de clientèle extrêmement vaste, du très très grand tertiaire jusqu'au petit tertiaire local. Et nos distributeurs sont un maillage territorial absolument indispensable, puisqu'on a besoin d'avoir des distributeurs. On reste les intégrateurs de solutions. Un industriel, même s'il fait de la prescription, il va vendre une solution technique. Mais le distributeur, il va être l'intégrateur, ou en tout cas celui qui va vendre tous les produits périphériques, et on a besoin de ces solutions complètes. Donc je crois que les indépendants ont absolument leur rôle à jouer sur ce petit et moyen tertiaire qui est tout aussi concerné que le grand tertiaire, les hôpitaux, les écoles ou autres. Et il y a énormément de petits bâtiments publics, de gymnases, de tous ces bâtiments-là qui sont concernés. Donc toute la filière, les grands distributeurs, les distributeurs indépendants, tout le monde a son rôle à jouer dans ce décret tertiaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des vitesses à franchir, des étapes à franchir, peut-être dans l'intégration ou l'association avec des bureaux d'études, dans l'arrivée peut-être aussi de nouveaux procédés, je pense à la GTB qui se développe très vite. Est-ce que ça veut dire que pour conquérir ce moyen tertiaire de proximité, le négoce a encore quelques niveaux d'expérience à acquérir? Surtout chez les indépendants, c'est tout le rôle des groupements, justement, de pouvoir aider à créer des solutions un peu plus globales qu'individuellement et de pouvoir faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est vraiment le propre d'un groupement. Donc, Socoda s'intéresse de près à ce sujet-là, vous l'avez compris. Et oui, on a un rôle à jouer pour aider à cette coordination, créer des contacts et surtout avoir une efficacité opérationnelle et certainement pas des grandes solutions pensées à Paris qui n'ont pas de vertu locale. Notre préoccupation, c'est d'avoir cet impact local très fort. On a parlé des difficultés dans lesquelles les errements autour des aides peuvent placer une filière. On attend toujours cette loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et depuis quelques années, on se rend compte que l'État mise absolument tout sur les pompes à chaleur et que là encore, l'aspect gaz vert biofuel est quand même pas très présent dans les discours publics. Vous le regrettez au sens où vous pensez que vos adhérents ont à proposer à leurs clients, particuliers et petits tertiaires qui sont aussi notamment concernés par le fioul et le gaz, que la chaudière Verdi peut avoir une place intéressante dans le mix énergétique, ou vous dites il faut à tout prix électrifier parce que c'est le sens de l'histoire? Moi, j'ai toujours regretté que le politique se mêle d'un peu trop près aux aspects techniques. Pour une raison très simple, c'est que d'une région à l'autre en France, d'une typologie d'habitat à une autre, d'une construction à une autre, les réalités sont extrêmement différentes et il suffit d'interroger nos installateurs, et ils sont les premiers témoins de tout ça. C'est qu'une solution unique, vertueuse dans tous les cas de figure, ça n'existe pas. Donc il y a eu beaucoup de lobbying et le lobbying il a porté là-dessus, à essayer de faire choisir une solution technique plus qu'une autre. Et je pense que déjà à la base, c'est une erreur. Et que vraisemblablement, dès l'instant qu'on s'éloigne le plus possible des énergies fossiles pour décarboner notre économie et notre système énergétique, je pense qu'on est dans le vrai. Donc après, que ce soit du gaz vert, que ce soit du bois, que ce soit de la pompe à chaleur, je pense qu'il est un peu stérile d'opposer les techniques les unes aux autres et on en perd un peu de vue l'objectif final qui est la décarbonation. Voilà. Maintenant, la pompe à chaleur est une très bonne solution, mais pas partout. Voilà. Donc laissons faire nos installateurs. Nous, en tant que distributeurs, ayons l'offre la plus ouverte possible justement pour accompagner ces transitions et ces choix qui sont faits en local. Et demandons collectivement à l'État de nous simplifier la vie. Nous, on n'est pas très loin de penser de dire arrêtez tous les dispositifs, mettez-nous juste une TVA réduite sur tous ces travaux-là et on fera notre affaire du reste. Voilà. Laissez les professionnels faire. Je parlais du moins 10,4% CVC selon les chiffres de Coedis. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, qui a été publié mi-mai, la pompe à chaleur est à moins 30, la chaudière est à moins 10. C'est quoi? C'est ce choix des Français pour le gaz vert? C'est une contrainte économique qui fait que dans les temps actuels, on préfère les solutions moins coûteuses? C'est un problème de confiance? Moi, je pense que le consommateur est extrêmement rationnel dans ces choix-là. Et effectivement, il y a une contrainte budgétaire, il y a une contrainte économique qui fait que
voilà, on va au plus facile et au plus pressé. Et ce n'est pas le consommateur de 2025 qui est comme ça. C'est le consommateur depuis 25 ans. Je commence à connaître un petit peu le métier depuis quelques années. Et c'est toujours la même chose. Le choix de son système de chauffage reste un choix, on va dire, contraint. Et du coup, on réduit la contrainte au maximum. Le monde automobile a souvent quelques années d'avance sur le bâtiment et ce monde automobile s'est beaucoup relancé par le leasing, d'abord sur des voitures très chères dont on sait qu'elles sont largement payées par mensualité parce que personne n'est capable de sortir les 40 000 € d'un coup. Et puis pour l'électrification, et on voit l'État s'intéresser au leasing social via les C2E pour financer l'électrification du parc des classes populaires et moyennes. Ça vous inspire quelque chose? Vous dites que ce qu'on fait dans l'automobile, demain, on pourrait le faire pour les systèmes de chauffage ou pour certains systèmes de chauffage, peut-être arrêter d'acheter un appareil et acheter une performance en louant un équipement? Alors, c'est pas une idée très neuve. Moi, j'ai un souvenir d'il y a une dizaine d'années, on parlait de la chaudière à 1 € et qui pourrait se vendre comme un iPhone, en fait, avec un abonnement à l'énergie. On n'y est pas pour 2 raisons, à mon sens. C'est que la différence entre une voiture et une maison, c'est que la maison, c'est de l'immobilier et qu'une chaudière, elle est accrochée au mur. Et du coup, c'est assez différent en termes d'approche. Et puis surtout, la performance, elle est directement liée aussi à l'usage du consommateur. Donc, c'est difficile pour un professionnel de s'engager sur une performance et de la décorréler d'un comportement. Donc, tous les contrats de performance, ils sont corrélés à un certain usage. Et donc, à la fin, c'est l'utilisateur qui a la performance entre les mains et c'est pas le technicien. Sur le principe, c'est un mécanisme qui est intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une étude aujourd'hui sur les contrats de performance énergétique dont on parlait énormément et qui sont énormément développés il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ce serait intéressant de voir en fait où on en est de la réalité de ces économies, de la réalité de cette performance, parce qu'on a englouti à l'époque quand même des millions d'euros sur ces sujets-là. Hein. On a fait des lycées complets sur des régions, les macro-CPE. Moi, ça m'intéresserait beaucoup qu'il y ait une étude pour nous dire la réalité. Voilà. On n'a pas parlé beaucoup du logement neuf, on a parlé rénovation. Il est quand même presque à l'arrêt. Bon, il reste quelques chantiers, mais il est presque à l'arrêt. Bon, je ne vous demande pas s'il faut le relancer parce que je pense que je connais la réponse, mais comment vous voyez les choses pour se dire que dans les contraintes qu'on connaît, voilà, l'artificialisation des sols, les problématiques d'empreinte écologique, quel est le chemin en tout cas, est-ce que vous en entrevoyez un qui permettrait de continuer à construire quand même un peu et donc de loger les Français, ce qui, je crois, est une demande sociale assez importante? Alors, il y a certainement toujours des pistes dans le neuf, mais je crois que ça doit s'apprécier vraiment, là aussi, ville par ville, urbanisation par urbanisation, et que la décision politique doit rester la plus proche possible du terrain. Je crois que beaucoup d'erreurs ont été commises en centralisant et en voyant la France comme un territoire homogène, et il l'est pas du tout. Je crois aussi à la conversion d'usage, c'est-à-dire dans beaucoup de villes et d'agglomérations, il y a des espaces de bureaux qui sont plus utilisés dans des zones qui sont quand même très urbaines et qui auraient beaucoup de valeur à être transformées en habitat, puisque du coup, ça éviterait aux gens d'aller s'installer très en dehors des villes. Donc, ces transformations d'usage, moi j'y crois beaucoup, c'est des processus qui sont extrêmement lents sur le plan administratif et donc ça crée énormément de lenteur, mais si on pouvait accélérer ces processus-là, je pense que ça aiderait et ça a la vertu de ne pas artificialiser les sols, ça a la vertu de créer de l'habitat dans des zones urbaines dans lesquelles il y a des transports en commun. Encore une fois, moi je crois surtout à la vertu de la proximité avec le terrain. On a des départements, on a des communautés de communes, ils connaissent très bien leur tissu. Laissons-leur le choix de la décision politique et surtout accélérons tous les processus administratifs, puisqu'aujourd'hui, une grande partie de l'inertie, elle vient aussi de processus administratifs. Pardon d'être aussi cash, mais vous me connaissez un peu. Mais voilà, tout ça, c'est beaucoup trop lent en fait. On a besoin d'une administration qui suive les nécessités de progrès et de transition de notre politique énergétique et de notre urbanisation. Merci beaucoup, Pauline Mispoulet. Avec plaisir.
C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.